Thank you very much for your invitation. Ladies and gentlemen, but as you know, there is no universal language and there is no global culture, so we can speak by 300 or 500 English words, but we also have to speak in our own language. But so, I'm sorry, I'll speak in French. I try to speak slowly, but we have to respect the cultural diversity, which is one of the most important points we learn for tomorrow. We have to speak in English for these common words, but for the ideas, for the politics, for the culture, which are so difficult, best for us is to speak with our language. That's the reason why translation, and thank you very much for you, translation is so important for the world of tomorrow. Je vais parler des nouvelles relations entre la communication et la culture à l'heure de la mondialisation. Et après, on fera des questions-réponses et je prendrai quelques exemples à propos de la Corée. La première idée, c'est que la mondialisation change tout. Aspect positif de la mondialisation, augmentation de la circulation des idées, des informations. Nous sommes 6 milliards et demi d'habitants. Il y a 5 milliards et demi de postes de radio, 4 milliards et demi de postes de télévision, 3 milliards de téléphones portables et 1 milliard et demi d'ordinateurs. Donc la circulation, l'interaction, l'interactivité et la vitesse de circulation de l'information n'a jamais été aussi rapide et possible dans le monde. D'ailleurs, on a l'impression que l'information est plus importante que la communication. Il suffit d'appuyer sur un ordinateur. Donc c'est un peu la victoire du village global. Les hommes se comprendraient, font du business, voyagent. C'est la vision optimiste de la mondialisation. Et dans cette mondialisation, les techniques jouent un rôle essentiel. Et c'est le discours général que nous entendons aujourd'hui. Nous allons nous comprendre de mieux en mieux parce que les avions vont vite, parce que Internet, Facebook, la télévision, etc. Première idée, la mondialisation accélère la circulation de l'information et donc, on suppose, améliore la communication. Deuxième idée, hélas, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Pourquoi? Parce que l'information va vite, mais les hommes, les peuples, les cultures sont de plus en plus saturés par les messages qu'ils reçoivent. Et surtout, plus il y a d'informations, plus on résiste. Les êtres humains sont polis, bien élevés, mais ils croient de moins en moins ce qu'ils reçoivent du reste du monde. Ils font de la négociation dans leur tête. Il est apparu depuis les années 2000 un problème auquel on n'avait pas pensé du tout, c'est qu'on disait « Ah, tout le monde va devenir un citoyen du monde ». Et puis progressivement, les peuples disent « Nous voulons garder nos cultures, nous voulons garder nos mémoires, nous voulons garder nos langues, nous voulons bien participer à la globalisation économique, mais l'identité culturelle, c'est fondamental. » Et la mondialisation, c'est à la fois un idéal démocratique, c'est une réalité économique, avec ses progrès et ses inégalités, mais surtout ça devient un enjeu politique mondial pour conserver la diversité culturelle. Et c'est ça le changement. Les techniques sont extrêmement puissantes et rapides, mais on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'échanger vite des messages pour se comprendre. On veut deux choses. Un, préserver son identité culturelle, et deux, aller plus lentement pour mieux se comprendre. Et il est en train d'apparaître une contradiction entre la performance et la vitesse des techniques d'information par rapport à la lenteur de la communication interculturelle. Et je donnerai deux exemples qu'on connaît tous. Avec le G20 et avec la mondialisation, les chefs d'État n'arrêtent pas de se rencontrer dans le monde.
Ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Ils ont les ambassades, ils ont Internet, tout le monde sait tout. Pourquoi ils n'arrêtent pas de voyager de plus en plus? C'est fatigant, le protocole est ennuyeux, très ennuyeux, et pourtant ils ont... Eh bien parce qu'ils ont peur, parce que le monde est fragile et qu'il faut éviter les guerres. Alors ils se rencontrent, ils se parlent, ils se touchent, ils mangent, et le temps qu'ils perdent à se rencontrer physiquement, c'est un temps fondamental pour essayer de sauvegarder la paix. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, pour essayer de se comprendre. Parce qu'un Russe ne comprendra jamais un Américain, qui ne comprendra jamais un Brésilien, qui ne comprendra jamais un Chinois, etc. etc. Et c'est important qu'il y ait des traducteurs à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour toute négociation, on prend les traducteurs. Et pour le business, c'est la même chose. Quand il y a une grande négociation commerciale, là aussi, on recommence les déplacements. On parle, on regarde, on s'observe, on essaye de savoir si le partenaire est honnête ou s'il est malhonnête. On fait semblant de manger et on regarde. Et finalement, la négociation, c'est une négociation physique. Donc ça veut dire que plus tout va vite, plus on a besoin de ralentir avec les hommes. Et c'est ça la deuxième idée que je voudrais dire, c'est que cette mondialisation de l'information, elle met en avant, un, l'incommunication culturelle. Il faut énormément de temps pour se comprendre. Deux, la nécessité du respect de la diversité culturelle. Et trois, l'importance des déplacements. Même si ça coûte cher, même si ça perd du temps, ce n'est pas la même chose de manger un couscous à New York ou de manger un couscous à Marrakech. Et même si parfois le couscous de Marrakech est plus mauvais. Je ne vais pas prendre New York parce que c'est pas bon le couscous à New York, mais que Paris par exemple, etc., etc. Donc, le problème politique que nous avons, c'est non seulement il y a la vitesse de la mondialisation, mais il faut en plus organiser le respect de la diversité culturelle. Et d'ailleurs, à l'UNESCO a été signée en 2005 une convention très importante, qui n'est absolument pas appliquée dans le monde, qui est la convention qui a été signée maintenant par plus de 130 pays, dont la Corée, qui pose le principe philosophique et politique qu'il n'y a pas de mondialisation sans respect de la diversité culturelle. En fait, les hommes sont bizarres, ils ne respectent pas la diversité culturelle. Alors, grâce à l'écologie, on respecte maintenant un peu mieux l'environnement. C'est un progrès en 50 ans. Les problèmes ne sont pas réglés, les Chinois ne respectent pas, les Américains ne respectent pas, les Indiens ne respectent pas beaucoup, mais dans le monde entier, la conscience politique sur l'environnement est acquise. On sait qu'il faut faire attention à la diversité de la nature. Mais là où les hommes sont fous, c'est que pour la diversité culturelle, ils s'en fichent. Tout le monde veut ressembler aux Américains et aux Anglais. Et finalement, on assiste à une espèce de globalisation qui risque de faire disparaître la diversité culturelle. Et si nous ne respectons pas la diversité culturelle comme il faut respecter la diversité de l'environnement, alors il y aura des guerres demain pour la culture. Parce qu'aucun peuple dans le monde ne voudra abandonner son identité culturelle, c'est-à-dire la langue, la vision de la politique, la vision de la religion, la conception de l'histoire, du patrimoine, etc., etc. On dit toujours « Ah, la culture, c'est ce qui réunit les hommes ». Oui, c'est vrai. Ça, c'est la vision optimiste. Mais c'est aussi pour la culture que les hommes se battent depuis toujours. Dieu, la liberté, la politique, les frontières, la mémoire. Vous et moi, pour de l'économie, on fera toujours des négociations. Mais si jamais on sent que notre identité culturelle est touchée, là on est capable de se battre. Et ce n'est pas en Corée où il y a eu la guerre, avec le conflit entre les deux Corées, qu'on pourra me démentir. Vous êtes l'endroit actuellement du monde le plus visible de ce que fut l'immense guerre culturelle, idéologique, politique, entre le communisme et le capitalisme. Même dans votre histoire,
c'est de la réalité. La troisième chose que je voulais dire, alors qu'est-ce que donnent les nouvelles relations entre la culture et la communication? Eh bien, on peut dire qu'il y a une espèce de divorce entre des techniques de communication qui sont extrêmement performantes, très rapides, et le fait que simultanément, il faut beaucoup de temps pour comprendre la culture des autres. Je prendrai deux exemples. Nous, en Europe, on est 27 pays, 500 millions d'habitants, 26 langues, des milliers de guerres, des centaines de milliers de massacres. On ne se comprend pas. Mais on en a assez de se battre, donc on essaie tout doucement de coopérer depuis 50 ans. Et l'exemple historique de l'Europe est un exemple très optimiste pour le reste du monde, parce que c'était peut-être la partie du monde où il y avait le plus de guerres. Et je répète, 26 langues pour 27 pays pour l'instant. Et si un jour il y a la Turquie, ça fera 30 pays. Mais quand même, on ne se comprend pas, et on apprend tout doucement à se respecter. Et on fait d'abord un peu de business, parce que c'est plus facile de faire de l'économie que de la politique. On va tout doucement pour faire un peu plus de politique ensemble, parce qu'on est d'accord sur rien. Un Britannique n'a pas la même vision du monde qu'un Français ou qu'un Allemand, et qu'un Polonais. Et on ira encore plus doucement pour l'économie, pour la culture, parce qu'on sait que les différences culturelles en Europe sont énormes. Mais quand même, on essaie d'avancer. Et l'exemple de l'Europe, si nous réussissons à faire l'Europe, ce ne sera pas le paradis. Mais ça veut dire que dans d'autres endroits du monde, et sûrement d'abord en Amérique latine, parce que là il n'y a que deux langues principales, on pourra faire un rassemblement, une coopération, une cohabitation. Et pour la Corée, qui est l'exemple le plus tragique avec la question de la réunification, vous avez l'exemple le plus fort de ce que 50 ans de régime communiste ont fait deux pays qui ont deux identités différentes, malgré le même peuple, malgré la même langue, et l'énorme difficulté qu'il faudra, le jour où la réunification sera possible, pour rapprocher ces deux parties. Et nous avons un autre exemple qui ressemble à la Corée, c'est l'Allemagne. Il y a eu la réunification de l'Allemagne en 1990, avec la chute du communisme. Eh bien, les différences culturelles, alors que c'est la même langue et la même monnaie, les différences culturelles restent très fortes. Donc ça veut dire que dans la mondialisation, si on ne respecte pas un peu la diversité culturelle et la cohabitation culturelle, ça bloque. On peut faire du business, mais il faut respecter l'identité culturelle. La quatrième chose, donc si vous voulez, le risque principalement dans la mondialisation pour la culture, c'est naturellement que les identités culturelles disparaissent dans la globalisation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver les relations entre culture, communication et technique? Premièrement, il faut faire attention aux techniques. C'est formidable les techniques. C'est plus facile que les hommes. Actuellement, avec la libération humaine, et c'est formidable ce progrès, les hommes et les femmes parlent plus facilement, c'est l'émancipation, mais les relations ne sont pas plus faciles. Dans le monde occidental, 2 divorces sur 3. Donc les gens sont libres, mais ils ont du mal à se comprendre. Alors, on achète les techniques. iPad, iPhone, toutes les techniques. Et on passe des heures et des heures sur les ordinateurs. Parce que c'est plus facile d'utiliser des techniques que de parler à des êtres humains. Et la bataille culturelle, ça va être de dire oui pour toutes les techniques de communication, le téléphone, mais à condition de ne jamais oublier que le plus facile c'est la technique et le plus compliqué les êtres humains. Vous pouvez être un internaute extraordinaire, mais incapable d'avoir des relations affectives avec vos amis. C'est plus facile de passer des heures et des heures sur Facebook que d'être capable d'avoir des relations amicales, même pas sexuelles,
professionnels. Donc la première des choses, c'est laisser la technique à sa place. C'est ce qu'il y a de plus facile. La deuxième chose, pour améliorer ces relations entre culture et communication, il faut sauver les identités culturelles nationales. Et sauver les identités culturelles nationales, ce n'est pas développer le nationalisme, c'est empêcher le nationalisme. Si les peuples ont le sentiment que leur identité culturelle est écrasée, alors ils deviendront nationalistes. S'ils ont le sentiment que leur identité culturelle est préservée, c'est plus facile. Mais c'est plus facile de préserver l'identité culturelle nationale quand on est un pays comme la Corée, par exemple, parce que vous êtes un grand pays, nombreux, que des petits pays de 2 millions, 5 millions, 7 millions d'habitants. Beaucoup plus facile. Le Pacifique Sud est la région du monde où il y a le plus de langues dans le monde. Or, il n'y a pas de diversité culturelle s'il n'y a pas de respect de la diversité linguistique. Mais comme ce sont des îles avec 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'habitants, la diversité culturelle disparaît dans l'indifférence générale. Et pourtant, le Pacifique est un des berceaux de la diversité culturelle. Mais comme la puissance de ces États est petite. Donc il faut préserver l'identité culturelle nationale. Ça veut dire qu'il faut préserver une presse, une radio, une télévision, un théâtre, de la musique, des industries audiovisuelles. Tout ça, c'est plus facile quand on est un pays riche, comme la Corée, que quand on est un pays pauvre, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Mais c'est fondamental. Troisième condition pour sauver la diversité culturelle, il faut sauver les langues maternelles. En fait, il faut qu'on parle plusieurs langues. Premièrement, sauver toutes les langues maternelles. Parce qu'un enfant apprend à rêver et penser avec sa langue maternelle. Deuxièmement, il faut sauver une langue nationale. Et troisièmement, il faut 2 langues étrangères, mondiales. L'anglais, mais aussi une autre langue, le russe, le chinois, l'espagnol, le français, mais surtout, pas seulement l'anglais. Parce que s'il n'y a que l'anglais, alors il y a un glissement vers le monolinguisme. Sauver les langues, sauver les traductions. L'industrie de la traduction, c'est le symbole de la mondialisation. S'il n'y a pas d'industrie de la traduction dans le monde, ça veut dire l'appauvrissement. Alors les hommes pensent, créent, rêvent dans leur langue nationale ou dans leur langue maternelle. Vous, le coréen, vous n'êtes pas menacé pour l'instant. Mais il y a dans le monde des tas de petits pays où les langues sont menacées. Et puis, dernière chose à faire, je l'ai signalé, je crois que pour renforcer l'identité culturelle, il faut faire de la coopération régionale. Il y a l'exemple de l'Europe, c'est difficile. L'Europe, c'est du malentendu tous les jours. On ne se comprend pas. Mais ça marche quand même. En fait, c'est comme le rapport homme-femme. On ne se comprend pas, mais ça marche à peu près. Je t'aime, je te déteste. Il faudra faire la même chose pour l'Amérique latine. Et si la démocratie petit à petit s'installe sur la façade nord de l'Afrique, avec le Maghreb et le Machrek, là, il y a une unité de civilisation, de langue, de religion avec l'islam. Là, il pourrait y avoir un grand ensemble de coopération. Et naturellement, en Asie, il faudra bien faire de la coopération entre les grands monstres que sont l'Inde et la Chine. Et l'exemple de l'Europe est intéressant parce qu'il est optimiste, parce que nous avons arrêté de faire la guerre depuis 50 ans, et ça c'est un bon exemple. En conclusion, après nous allons discuter, je dirais que nous sommes confrontés à 5 véritables contradictions. La première, c'est qu'il faut opposer la vitesse et la performance des techniques et la lenteur et la complexité de la communication humaine. Dans la communication, le plus compliqué, ce sont les hommes, ce n'est jamais la technique. Et même si demain il y a Web.3, Web.4, ça ne change rien. Si demain il y avait 6,5 milliards d'internautes, on ne se comprendrait pas mieux. La technique est utile, mais à condition ensuite d'en sortir. Donc, première contradiction, l'opposition entre la vitesse des techniques et la lenteur de la communication. C'est-à-dire que les hommes ont inventé en un siècle des techniques formidables. Le téléphone, c'est 1880, la radio, c'est 1910, la télévision, c'est 1930, l'ordinateur, c'est 1940,
Internet, c'est 1980. Donc en très peu de temps, nous avons inventé des techniques exceptionnelles. Et bien maintenant, il va falloir relativiser le poids des techniques et remettre en face le poids des hommes, des cultures et des politiques. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus sensible à la communication par rapport à l'information. L'information, c'est le message, c'est simple. La communication, c'est la relation, c'est toujours compliqué. Parce que l'autre, votre femme, votre fils, votre collègue, il n'est jamais d'accord avec vous. Jamais. Donc la communication, ça veut dire trois choses différentes. La première, c'est le rêve. Communiquer, c'est partager. C'est l'amour. On s'aime bien, on se comprend. 5% de la vie. 2%. De temps en temps, avec l'amour, 15%. Mais ça ne dure pas longtemps. La plupart du temps, communiquer, c'est transmettre. Et quand un gouvernement dit, par exemple, ou une entreprise, je communique, ça veut dire je dis des choses, et je suppose que les gens qui vont recevoir l'information seront d'accord. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas d'accord, et ils ne disent rien. Mais la plupart du temps, on dit j'ai communiqué, sous-entendu, je me suis exprimé, mais les récepteurs, soit ils n'ont pas entendu, soit ils n'ont pas le pouvoir de répondre, parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer. Donc ils se taisent. Dans une dictature, le dictateur dit je communique, mais ça c'est transmettre, c'est one way. La communication, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est dans les deux sens. Je reçois un message, je réagis et je réponds. Et c'est pour ça que moi j'insiste dans le monde contemporain sur le troisième sens du mot communication, qui à mon avis pour l'avenir est le plus important. C'est communiquer, c'est négocier. On n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision du monde, mais on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça que je dis que la communication, c'est toujours un acte politique, pas politique au sens politicien, mais au sens politique d'organiser la cohabitation pacifique des points de vue contradictoires. Et pour moi, le troisième sens du mot communication est le plus important. Donc le partage, c'est un idéal, on a raison de le chercher. La transmission, c'est le plus facile, c'est naturellement ce qui est augmenté par les techniques. Mais dans un monde ouvert, où les identités culturelles veulent cohabiter et veulent être respectées, la communication, c'est ce qui est le plus important, mais c'est l'organisation de la négociation, de la cohabitation. Le troisième défi, j'en ai encore deux puis c'est fini, le troisième défi dont on ne pourra plus sortir, c'est que le monde ouvert, c'est un monde transparent, mais c'est aussi un monde dans lequel on voit les différences culturelles, religieuses, ethniques, historiques. C'est-à-dire un monde dans lequel il faudra accepter que l'autre ne me ressemble jamais. C'est-à-dire que l'altérité est indépassable. La fragilité des Américains dans le monde, du point de vue culturel, par exemple, première puissance économique, militaire, financière du monde, c'est que les Américains croient que le monde entier veut devenir américain. On veut devenir américain pour le Coca-Cola, la piscine, l'air conditionné, la facilité matérielle. Mais personne ne veut, quand on n'est pas américain, accepter la culture américaine. Et le divorce entre les États-Unis et le reste du monde, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à comprendre culturellement le reste du monde. Mais toutes les puissances dominantes dans l'histoire ont toujours été comme ça. Or, on ne sauvera la paix dans le monde que si jamais on est capable de dissocier la puissance économique financière, d'une part, avec d'autre part, le respect de la diversité culturelle. Et c'est pour ça que les vieux pays, parce que les États-Unis c'est un pays très, très jeune, 3 siècles seulement d'existence, c'est pour ça que les vieux pays ont toujours des avantages, parce que les vieux pays ont toujours été des puissances qui ont gagné, qui ont perdu, et donc les vieilles cultures savent toujours que l'autre est intelligent. C'est le drame du XXIe siècle, et le défi pour nous tous, c'est de comprendre que l'autre, même s'il n'a pas un niveau économique développé, il est intelligent. Tous les peuples sont sophistiqués sur le plan de la culture.
Ils ne sont pas forcément riches économiquement. L'Afrique est un exemple évident. Mais on peut regarder sur l'Asie, sur l'Amérique latine. Quand nous, les Européens, nous avons conquis l'Amérique latine, nous avons massacré des peuples dont on disait que c'était des peuples primitifs, alors qu'en fait, les civilisations étaient très sophistiquées. Nous avons fait la même chose en Afrique, etc. etc. Donc, l'autre est toujours présent. Quatrième contradiction de la modernité, c'est que la cohabitation culturelle, c'est comme dans un ménage, dans une famille, dans une entreprise, ça prend énormément de temps. Et on ne veut pas perdre de temps. Vous, les Coréens, vous êtes très spinés, parce que vous avez fait un développement économique en 40 ans énorme. Mais hélas, il va falloir ralentir. Et moi, je dis ça, alors je suis toujours speedé aussi, donc je dis des choses qui ne correspondent pas à ma vie. Mais bon, il y a des contradictions tout de même. Si on veut se respecter un peu, je ne dis pas se comprendre, parce qu'il ne faut pas être naïf, mais si on veut se respecter un peu, cohabiter sans risque de guerre, il y a toutes les guerres possibles, les frontières, les langues, les dominations culturelles, les dominations économiques, les haines religieuses. Les hommes ont de quoi se tuer pendant des siècles et des siècles pour la culture. Parce que c'est ça qui est le plus fort. Donc il faut admettre que le business va très vite, la politique va lentement, et la culture encore plus lentement. Et que nous devons respecter ces différences. Et la dernière chose, c'est que je veux dire, c'est que la communication, pour moi, c'est une des plus grandes questions de la paix et de la guerre pour demain. J'ai dit tout à l'heure qu'on est en train tout doucement d'apprendre à respecter la diversité de la nature, avec l'environnement. Nous ne sommes pas prêts actuellement à respecter la diversité culturelle. Et l'accélération des techniques de communication peut à la fois être un terrible progrès et un terrible danger. Parce qu'en échangeant très vite des messages entre Paris, Melbourne, New York, Pékin, on croit qu'on se comprend. En fait, on se comprend sur la surface des choses. Et donc nous allons devoir gérer cette contradiction fondamentale pour la paix et la guerre de demain. Oui, tout va très vite dans les échanges d'informations, mais tout va très lentement dans la condition de la compréhension. C'est pour ça que je pense que l'environnement, c'est la paix et la guerre pour aujourd'hui, mais que la communication, c'est la paix et la guerre pour demain, si on ne comprend pas. Si vous voulez, on est dans une contradiction incroyable. On a inventé les plus beaux outils du monde, et ça ne suffira pas pour qu'on se comprenne et qu'on se tolère. Parce que la tolérance est un acte politique et culturel, tandis que la circulation de l'information, c'est un acte technique. Et l'histoire montre très bien que si jamais on ne domestique pas la violence humaine, eh bien, il peut y avoir les plus grandes tragédies. Donc nous avons ces outils, nous avons la vitesse. Hélas, nous allons devoir simultanément apprendre la lenteur. C'est difficile à admettre aujourd'hui parce qu'on a l'impression que tout va de mieux en mieux. Mais il faut se méfier toujours du silence des peuples. Si vous et moi, nous avons le sentiment que dans notre identité culturelle, nous sommes menacés, alors nous nous battrons. Et c'est pour ça que la Convention de l'UNESCO, signée en 2005, est si importante pour l'avenir, parce que justement, elle pose le principe politique qu'il faut apprendre à se respecter. Et si je prends les relations de la Corée avec le Japon, avec la Chine, ce sont des exemples complètement évidents où la question de la réunification entre les deux Corées, comme les questions de la réunification entre les deux Allemagnes, comme les conditions très difficiles de cohabitation en Europe. Si je prends pour finir le cas des relations entre la France et la Grande-Bretagne, les Anglais, pour nous les Français, depuis le XIe siècle, ce sont nos plus grands ennemis. Et en même temps, finalement, nos amis. On ne se comprend pas, on se méfie les uns des autres, mais quand même, on sait qu'on est inséparables. Et c'est un bon exemple de relation franco-britannique. Et j'ai souvent entendu des diplomates français me dire, les diplomates qui souvent ont la meilleure culture du monde pour comprendre comme nous le monde, parce qu'il y a eu un empire colonial français et un empire colonial britannique, donc ça veut dire que nous avons été des puissances coloniales, et nous savons aussi que nous avons été battus par les colonies,
Donc ça nous rend un peu modeste. Mais on se méfie quand même des Britanniques, parce qu'ils sont toujours prêts à... Et les Britanniques se méfient des Français parce qu'ils y sont. Et ça dure depuis le XIe siècle. Mais on arrive un peu à cohabiter. La paix du XXIe siècle, c'est pas la communication. La paix du XXIe siècle sera simplement la cohabitation. Merci. J'ai fini.